Charlemagne est le plus célèbre des souverains de la dynastie carolingienne, qui lui doit d'ailleurs son nom. Conquérant, administrateur, législateur, propagateur de la religion catholique, il agit en maître et défenseur de l'Église. Quelqu'un qui réussit à fédérer toutes les énergies intellectuelles, mais aussi les énergies administratives pour unifier son royaume. Et d'une certaine façon, l'empire de Charlemagne tient par la personne de Charlemagne. L'Église fut l'instrument de sa politique de rénovation culturelle. L'orthodoxie religieuse et la culture étaient essentielles pour lui. Il s'est placé en tant que protecteur des arts et des lettres et est à l'origine de la Renaissance carolingienne. Charlemagne est considéré comme le père de l'Europe puisqu'il a assuré le regroupement de l'Europe occidentale. Il a aussi posé des principes de gouvernement dont ont hérité les grands États européens. Charlemagne est un monarque guerrier. Il a agrandi le royaume grâce à une série de campagnes. Dans les années 770, il commença ses nombreuses conquêtes. Royaume lombard en 773, conquête de la Saxe de 771 à 804, Roncevaux fut l'une de ses plus grandes défaites. Cependant, ses ennemis furent continuellement repoussés. Ses qualités de chef de guerre, qui sont à la fois pragmatiques et tactiques, vont de pair avec une grande cruauté. Le signe éclatant de l'autorité acquise par Charlemagne fut son couronnement en tant qu'empereur par le pape Léon III en 800. L'énorme empire ne peut survivre à la disparition de son créateur. Charlemagne, soucieux de la tradition germanique, avait prévu de le partager entre ses trois fils dès 806. Mais l'empire ne fut en fait partagé qu'entre ses trois petits-fils lors du traité de Verdun en 843. La date de naissance de Charlemagne est difficile à déterminer car il existe très peu de documents d'époque. Charles Ier, dit Charles le Grand ou Charlemagne, en latin Carolus Magnus, serait né le 2 avril 742 ou 748, selon les sources. Le père Anselme, historien et généalogiste français du XVIIe siècle, avance la date 742, en reprenant le témoignage de Eguinard, qui était un écrivain contemporain et biographe de Charlemagne. Il écrit que Charlemagne avait 72 ans lors de son décès en 814 dans sa Vita Carolimani, la vie de Charlemagne. Cet ouvrage est l'une des sources principales pour connaître le roi Charlemagne, son règne et ses réalisations. La naissance de Charlemagne reste quelque chose d'important puisqu'il inaugure un règne extrêmement long, l'un des plus longs de l'histoire de France, presque aussi long que celui de Louis XIV. Nous ne pouvons absolument pas connaître le lieu de naissance de ce jeune souverain, étant donné qu'il a dû probablement naître dans un domaine rural du nord de la Gaule, appartenant à la famille carolingienne, mais nous ne savons pas plus, étant donné que les détails manquent absolument sur cette question. Le lieu de naissance de Charlemagne est ignoré. Eguinard lui-même passe volontairement sous silence ce qui a rapport à la première partie de la vie de Charlemagne. Il est possible de présumer qu'il vit le jour entre la Meuse et le Rhin grâce au récit sur la fondation de l'église d'Aix-la-Chapelle. Charlemagne est le fils de Pépin le Bref et de Berthe de Laon, dite Berthe au Grand-Pied, fille du comte de Laon, un puissant seigneur de l'époque. Quant à Pépin le Bref, frère de Griffon et Carloman, il est le fils de Charles Martel, duc d'Austrasie et maire du Palais, et de Rotrude. Lorsque Pépin le Bref décède le 24 septembre 768, en respect de la tradition franque en matière de succession, ses deux fils, Carloman et Charles, sont élus rois le 9 octobre 768 par une assemblée populaire. Lors de la mort du grand-père de Charlemagne, Charles Martel, père de Pépin le Bref, Carloman et Griffon, le royaume avait déjà été partagé entre ses trois fils. L'aîné Carloman devint maire du palais d'Austrasie et obtient l'Almanie et la Thuringe. Pépin, lui, devint maire du palais de Neustrie avec la Provence et la Bourgogne. Griffon n'obtint que quelques comtés. C'est l'époque de la fin de la dynastie mérovingienne.
Ces rois, que l'on qualifiera plus tard de fainéants, ont perdu leur autorité et les maires du palais dirigent l'État. Alors la fin de la dynastie mérovingienne est un processus relativement lent. C'est-à-dire que le monde mérovingien entre en lente décadence à partir du milieu du 7e siècle, mais les rois du début du 8e siècle sont encore des rois toniques qui sont capables d'administrer la justice de façon efficace, de contrôler la richesse publique, voire de temps en temps de condamner leur maire du palais pour entrave aux forces de l'ordre. Donc de temps en temps, les derniers mérovingiens ont condamné les ancêtres de Charlemagne pour fraude. Mais à partir de Charles Martel, c'est-à-dire à partir surtout des années 730, la dynastie mérovingienne est condamnée par une série de successions très rapides des rois jeunes qui ne parviennent pas à tenir le pouvoir. Et rapidement, les maires du palais de la famille des Pipinides contrôlent les derniers bastions de la puissance mérovingienne, c'est-à-dire la richesse publique, l'Église, et à partir des années 740, on peut dire finalement que la dynastie mérovingienne est éteinte. Pépin le Bref, après le choix de la vie monastique par son frère Carloman, cherche à obtenir l'appui de l'Église et de l'aristocratie. Il fait remarquer au pape Zacharie que les rois n'exercent plus leur pouvoir dans le royaume et lui demande si c'est un mal ou un bien. Vous avez une réponse du pape Zacharie qui dit qu'en effet, il vaudrait mieux que le titre de roi, ce soit celui qui a le pouvoir. En 751, il devint le seul dirigeant du royaume franc et obtint du pape Zacharie l'autorisation de mettre fin au règne des Mérovingiens et de prendre la couronne de Childéric III pour devenir roi des Francs à Soissons, en se faisant acclamer par les grands du royaume. Le pape sacre le père, Pépin, et le fils à Saint-Denis en 754. En échange, Pépin s'est engagé à défendre les territoires du pape en Italie face aux anciens propriétaires lombards. Le 9 octobre 768, le partage est tel que Charlemagne se voit attribuer la partie de son père, Pépin le Bref, et se fait sacrer roi à Noyon, alors que Carloman obtient celle de leur oncle, Carloman, et siège à Soissons. Les premières difficultés apparaissent entre les deux frères qui ne s'entendent pas, le partage étant leur premier souci. En 769, le duc d'Aquitaine se révolte et affiche des velléités d'indépendance. Charlemagne demande de l'aide à son frère qui va lui refuser et se retrouve seul pour rétablir l'ordre. Il y parvient en menaçant les Gascons, c'est-à-dire les Basques, qui lui livrent finalement le duc rebelle. En 770, c'est la Lombardie qui apparaît menaçante. Berthe de Lan, sa mère, arrange un mariage entre Charles et Désirée, la fille du roi des Lombards. Elle fut répudiée en 771 par Charlemagne, officiellement pour cause de stérilité, mais il est avancé que c'était parce qu'il n'aimait pas son physique. En 771, Carloman décède au palais de Samossie près de Laon. Le lendemain de sa mort, Charles destitue l'héritage de ses neveux qui s'enfuient avec Gerberge, la femme de Carloman, vers la cour lombarde, accompagnée de quelques partisans. Charles est alors souverain de tout le royaume franc. Depuis l'époque de Clovis, les Francs mènent des grandes conquêtes. Des conquêtes qui vont essentiellement vers l'Est. Conquête d'abord du royaume alamand, c'est-à-dire de l'Alsace actuelle, conquête ensuite de la Thuringe, conquête de quelques marges de la Saxe, conquête du royaume frison, c'est-à-dire des Pays-Bas actuels. Puis petit à petit, le royaume mérovingien est allé jusqu'en Bavière. Charlemagne va reprendre cette grande tradition d'extension vers l'Est, en essayant de s'emparer de toute la Saxe, c'est-à-dire de toute l'Allemagne continentale actuelle jusqu'aux frontières du Danemark, et des conquêtes également qu'il va mener vers l'Italie pour venir au secours des papes. Le pouvoir carolingien va s'emparer de l'Italie et détruire le royaume lombard. C'est la guerre qui peut amener la richesse, surtout depuis que les liens commerciaux avec Byzance sont plus difficiles. Pour assurer sa pérennité, une puissance doit s'étendre. C'est pourquoi Charles Martel et Pépin le Bref avaient repris à l'Église une grande partie de ces terres afin de les distribuer à leurs vassaux. Les vassaux étaient des hommes libres qui étaient devenus dépendants de leur seigneur par la cérémonie de l'hommage. Le seigneur doit les entretenir avec des dons afin de conserver leur fidélité, et les vassaux deviennent des guerriers qui défendent leur seigneur. Depuis des générations, les Pipinides étendent leur domination. Pipinide est le nom donné aux membres de la dynastie de la noblesse franque d'Austrasie, dont plusieurs se nomment Pépin. Les comtes s'enrichissent grâce à ces guerres et donnent des terres à leurs vassaux pour garantir leur fidélité. Cela permet à Charlemagne d'être à la tête d'une des armées les plus importantes en Occident, à l'image de ses prédécesseurs.
Les historiens estiment que l'armée de Charlemagne était composée de 10 000 à 40 000 guerriers. Dès 773, Charles tente de conquérir le royaume lombard d'Italie. Les relations entre Didier, le roi des Lombards, et le jeune roi franc se dégradent très vite. Charles avait répudié sa fille. Le pape Adrien Ier se réjouit de cette opportunité comme l'avait fait son prédécesseur. Il demande de l'aide auprès du roi franc. En effet, la papauté est toujours sous la tutelle de l'Empire byzantin, qui possède encore des territoires autour de Rome. Mais les Byzantins n'ont plus les moyens de protéger Rome contre les Lombards, trop occupés par leur lutte contre l'Empire musulman. Le nouveau souverain pontife est un noble romain, pieux et cultivé. Il est hostile aux Lombards et se montre inflexible, contrairement à certains de ses prédécesseurs. Il renvoie immédiatement la première ambassade de leur roi, Didier, qui lâche alors ses troupes sur les territoires dont Charles était le garant. Charles a un grand intérêt à soumettre les Lombards, menace constante, d'autant que le roi Didier veut réhabiliter les fils de Carloman réfugiés à sa cour. Charles traverse alors les Alpes avec son armée, qui se divise en deux groupes afin de faciliter le passage des montagnes. L'intérêt de cette division est aussi stratégique, afin de prendre les Lombards en tenaille. Une surprise les attend cependant en bas des montagnes. Un mur a été érigé pour bloquer l'accès à la vallée. Le roi franc envoie donc la cavalerie légère et défait les Lombards qui, pris à revers, se réfugient dans la ville de Pavie, capitale du royaume. La ville est imprenable, et Charlemagne choisit donc de laisser agir la faim. Au printemps 774, Pavie n'a toujours pas capitulé, et Charles décide de célébrer les fêtes de Pâques à Rome. C'est la première fois qu'il se rend dans la ville sainte. Il promet au pape que lorsqu'il rentrera dans Pavie, il cédera des terres aux États pontificaux. Dans les annales pontificales, c'est à ce moment que Charles devint Carolus Magnus, c'est-à-dire Charlemagne. 2 mois plus tard, la ville de Pavie tombe enfin. Charles prend alors le titre de roi des Francs et des Lombards. En 774, la capitale du royaume lombard, Pavie, tombe. Mais finalement, c'est une longue histoire puisque la capitale de Pavie avait déjà été assiégée à la fin du VIe siècle par les Mérovingiens. C'est-à-dire que Charlemagne entre dans la pure continuité de ses prédécesseurs. Il fait alors son entrée triomphale dans la capitale, coiffé de la célèbre couronne de fer dont le fermoir, selon la légende, a été forgé avec un clou de la vraie croix du Christ. La campagne lombarde avait été difficile avec de nombreuses révoltes et une forte répression. L'armée carolingienne s'appuyait donc sur une tactique dans laquelle la cavalerie jouait un rôle fondamental. Qu'elle soit lourde et parée pour les chocs frontaux, ou qu'elle soit légère et extrêmement mobile, la chevalerie de Charlemagne était élaborée afin de répondre à toutes les éventualités. Les guerres de Saxe commencèrent dès 772. Tout au long de son règne, les difficultés les plus conséquentes auxquelles Charles devra faire face sont liées aux Saxons. C'était un peuple païen de barbares que ni l'épée ni l'appel de l'Évangile ne semblaient convaincre. Ils vivaient sur des territoires devenus aujourd'hui les Flandres et la Lorraine, en plus de leur terre d'origine, la Saxe, l'Allemagne actuelle. Charlemagne pensait que les frontières du royaume ne seraient pas en sécurité tant que les Saxons seraient païens. Les Saxons, qui avaient promis des concessions, profitèrent de la campagne de Lombardie pour se révolter. Charlemagne décide de les soumettre par la force et instaure la loi du fer de Dieu, qui consiste à imposer au peuple conquis le choix entre le baptême ou la mort. Après plusieurs années d'alternance entre combats, redditions et révoltes, les Saxons sont de nouveau battus et promettent leur conversion au christianisme. Charlemagne rentre avec son lot d'otages saxons. Début des années 780. Les intraitables Saxons se soulèvent de nouveau. Ils entrent en territoire franc et provoquent des ravages jusqu'à la Moselle. Charlemagne organise donc une sévère répression. Mais les révoltes n'en continuent pas moins. Commandés par Widukind, les Saxons opposent une vigoureuse résistance. Widukind fut en effet l'un des plus obstinés opposants à la christianisation de son peuple, ce qui fait également de lui l'un des principaux adversaires que Charlemagne rencontrera durant ses campagnes pour étendre le royaume des Francs. En 782, une partie de l'aristocratie saxonne est prête à intégrer le royaume franc et ainsi conforter sa position sociale.
Mais Charlemagne doit faire face cette même année à une grande révolte. L'armée franque se fait dépasser par le peuple qui vit en ordre dispersé sur un territoire immense au relief vallonné. Face à cette révolte, les Francs vont commettre des atrocités afin d'affirmer leur domination. Le massacre de Verdun fera 4500 victimes et 12 000 femmes et enfants sont déportés car ils refusent le baptême. Charles se conduisit alors comme le fléau de Dieu, usant de la politique de la terre brûlée, renversant leurs idoles, ravageant leurs sanctuaires, massacrant et pillant tout sur son passage. Soit il saisissait les chefs des tribus révoltés et les faisait décapiter sur le front des troupes, soit il faisait plonger des clans entiers dans un fleuve pour les faire baptiser du haut d'une colline par un évêque. Il reprenait en pays saxon une méthode autrefois utilisée par son grand-père, puis par son père. Le chef des Saxons, Widukind, se réfugia chez ses voisins et se mit sous la protection de Siegfried, roi des Danois. Après cette victoire, Charlemagne réorganise la Saxe, qui devient une province de son empire et ordonne la conversion forcée des Saxons païens. La plupart des rebelles ont été livrés à Charlemagne par les chefs saxons, sauf Widukind, introuvable. Celui-ci obtient le soutien des Frisons et des Danois, établis au nord de l'Elbe. Les Francs sont battus par Widukind au mont Suntel en 782. S'ils sont victorieux l'année suivante, ils doivent hiverner dans le pays de 784 à 785 pour venir à bout du soulèvement. En 785, Charlemagne instaure en Saxe le capitulaire de Partibus Saxoniae. Les païens doivent se convertir sous peine de condamnation à mort. Widukind aurait accepté de se rendre contre la promesse de ne pas être tué. Voyant qu'il a gagné son soutien, Charlemagne le persuade de se faire baptiser lors d'une cérémonie collective en 785 à Attigny, dans les Ardennes. Dans les années 792 à 795, des Saxons se soulèvent à nouveau, refusant le capitulaire. Les rebelles saxons demandent l'aide des Frisons, leurs voisins du Nord, eux aussi païens, et des Avars, déjà en lutte contre Charlemagne. Ils réhabilitent le culte des idoles, pillent les églises et traquent les catholiques. Devant la tournure que prennent les événements, Charlemagne doit revenir en Saxe. Il divise son armée en deux, une partie sous ses ordres, l'autre sous ceux de son fils Charles le Jeune. Charlemagne entre en Thuringe et Charles en Westphalie. Les rebelles se rendent sans combat et jurent fidélité au roi. L'année suivante, Charlemagne et son armée traversent la Saxe jusqu'à l'Elbe. Si la pacification de la Saxe dura encore plusieurs années, elle s'achève officiellement à Paderborn en 799. En 711, les Maures envahissent l'Espagne. Sous le commandement de Tariq ibn Ziyad, ils imposent à une grande partie de l'Espagne et du Portugal le règne islamique. Ils étendent leur influence et font des incursions jusque dans le nord de la France, mais sont arrêtés à la bataille de Toulouse en 721 et par Charles Martel à la bataille de Poitiers en 732. Dans la péninsule ibérique, seul le nord-ouest et les régions majoritairement basques des Pyrénées échappent à leur domination. Pour le pape, comme tous les chrétiens, il revient à Charlemagne de se défendre contre ce danger permanent. Charlemagne n'avait pas l'intention de conquérir l'Espagne. Il avait conscience du décalage économique et culturel des deux mondes. De plus, il admire la civilisation islamique très avancée sur le commerce, l'artisanat, les sciences et les arts. Suleiman ibn al-Arabi, wali, c'est-à-dire gouverneur de Barcelone et Gérone, est menacé par l'émir Abdarrahman de Cordoue. Il envoie donc une délégation à Charlemagne afin de lui offrir sa soumission et l'allégeance de Hussein de Saragosse, le gouverneur de la ville, en échange d'une aide militaire. L'occasion était belle pour Carolus Magnus d'affermir sa réputation en faisant une démonstration de la puissance de son armée. Intimider les musulmans et rasséréner les chrétiens soumis à leur autorité, voilà deux objectifs exaltants pour le protecteur du pape. En réponse, l'armée de Charlemagne traverse les Pyrénées vers Saragosse en 778 dans le but de tenir la ville. Il s'entoure de 12 ducs et chaque duc dispose de 3000 cavaliers. Hussein de Saragosse refuse d'ouvrir les portes de la ville, déclarant qu'il n'avait jamais promis son allégeance.
Trouvant les portes closes, l'armée du roi franc décide de retourner dans son royaume, car sans machine de siège qu'il ne pouvait pas transporter à cause des Pyrénées, la cavalerie est inefficace. Sur le chemin du retour, l'armée met à sac la ville basque de Pampelune, qui avait pourtant résisté à la pression musulmane. Puis, en août 778, une partie de l'armée doit se replier pour rejoindre la Germanie, car les Saxons s'étaient de nouveau rebellés. Ce groupe est composé de Charlemagne et de son escorte. L'armée est divisée en deux car le passage est très étroit. L'arrière-garde, qui protège le repli, s'engage ensuite dans les vallées pyrénéennes. Elle est commandée par Roland, gouverneur de la Marche de Bretagne, un valeureux guerrier, très aimé de Charlemagne. Il passe par le col de Roncevaux, situé à une cinquantaine de kilomètres de Pampelune. Ce col correspond à l'ancien passage axial d'Ibanieta, à 1066 mètres d'altitude, voie de passage naturelle utilisée depuis la préhistoire pour accéder à la péninsule ibérique. Sur les pentes escarpées de Roncevaux, les Vascons, ancêtres des Gascons et des Basques, attaquent par surprise en représailles du pillage de Pampelune. Ils dévalent les montagnes et massacrent la troupe franque, surprenant l'ennemi sur les hauteurs afin de les précipiter dans le ravin. Roland, parmi d'autres serviteurs du roi, tombe. Il n'y a pas eu de combat. Ce fut une exécution. Cet événement devint le fait d'armes le plus connu du règne grâce à un grand poème épique et une chanson de geste écrit à la fin du XIe siècle, la chanson de Roland. Alors qu'Eguinard, dans Vita Carolis Magni, accuse les Vascons de ce revers, la chanson de Roland évoque les Sarrasins, terme qui englobe tous les musulmans, et fait de Roland un martyr chrétien. La plupart des historiens s'accordent maintenant pour dire qu'à la bataille de Roncevaux, les Carolingiens ont en fait affronté la milice basque et non l'armée sarrasine. En pleine période de reconquête de l'Europe et de conquête en Orient, il est fort possible que le texte de la chanson de Roland ait été écrit pour donner un fondement historique aux croisades et transformer une guerre territoriale en guerre sainte. Charlemagne se contenta dès lors d'occuper des places fortes en Catalogne. Les représailles sont impossibles. Comment manœuvrer dans ce dédale de pierre et qui punir? Le soulèvement des Saxons encouragea par ailleurs le duc de Bavière, Tassillon III, qui en 779 refusa de reconnaître la souveraineté franque et fut sur le point de semer le trouble dans toute la partie sud de la Germanie occupée par les Francs. Tassillon était le fils d'Iltrude, fille naturelle de Charles Martel et épouse du duc Odilon de Bavière. Ce lien de parenté avait permis à sa mère d'être régente du duché de Bavière pour son compte en 748. En 757, Tassillon jura fidélité au roi des Francs à l'Assemblée de Compiègne, devenant ainsi le vassal de Pépin le Bref. En 787, Tassillon tenta d'obtenir le soutien du pape Adrien Ier, mais la faveur de l'Église allait aux Francs. Charlemagne, son cousin, leva 3 armées pour soumettre le duc rebelle. Tassillon, contraint et forcé, renouvela son serment au Lechfeld, près d'Augsbourg, le 3 octobre 787. De retour dans sa capitale, à Ratisbonne, Tassillon reprit ses intrigues. Il négocia notamment avec les Avars, ennemis des Francs, mais le parti de l'aristocratie qui était favorable à Charles fit prévenir ce dernier. Tassillon fut forcé d'avouer tous les crimes qu'on voulait bien lui reconnaître et fut condamné à mort en 788. Toutefois, en raison de son lien de parenté, Charles le fit sauver, mais à condition qu'il entre dans les ordres, ce qu'il fit à l'abbaye Saint-Pierre de Jumièges. Ayant supprimé la fonction de duc et l'ayant remplacé par la charge de plusieurs comtes, Charlemagne mate les Bavarois rebelles et met à la tête de l'armée un préfet en la personne de son beau-frère, Gérold. La Bavière est ainsi intégrée au royaume en 788. Charlemagne confisque les biens immenses de Tassillon, qui était considéré comme l'homme le plus riche de l'Empire, plus que Charlemagne lui-même, qui de surcroît n'a jamais eu de fortune personnelle et fut un des premiers rois de l'époque médiévale à distinguer le trésor royal et ses biens propres. Après la Bavière, en 791, avec l'aide de son fils Pépin d'Italie, Charles mène contre les Avars une première expédition. Les Avars sont une peuplade belliqueuse d'origine mongole, comme les Huns et les Slaves. Ils sont établis en Pannonie, l'actuelle Hongrie. Les Avars, pillards païens, constituent pour les Francs une menace constante.
Ils ont multiplié les incursions dévastatrices en Bavière et dans le Frioul en 788. Ils s'attaquent aux églises qu'ils pillent sans vergogne et mettent à l'abri leurs trésors dans un camp fortifié fortement gardé, appelé le Ring. La guerre contre les Avars est sans pitié. Charlemagne répond à la férocité de l'ennemi par une férocité égale. Pour la première campagne, en 791, Charlemagne fait appel à 10 000 cavaliers. Et pour faire suivre l'intendance nécessaire, un train de bateaux progresse en même temps sur le Danube. Charlemagne divise son armée en deux afin d'avancer en même temps sur les deux rives du Danube. Il confie le commandement de celle au nord au comte Théorique, alors qu'une troisième force menée par son fils Pépin doit attaquer à revers depuis la frontière du Frioul. L'armée franque entre en terre avare à la fin du mois de septembre sans rencontrer de résistance. Les Avars pratiquent la politique de la terre brûlée. Ainsi, à la mi-octobre, alors que Charles atteint la rivière Rabe, le manque de fourrage et les privations imposées aux soldats le décident à faire demi-tour sans avoir livré bataille. Charlemagne ne renonce pas et en 793, il prépare de nouveau la guerre contre les Avars. Il fait construire un pont de bateaux démontable sur le Danube et commence la construction d'un canal pour relier les bassins du Rhin et du Danube. Néanmoins, ce projet n'aboutira pas. Cette même année, l'armée que Charlemagne lève en Frise contre les Avars est détruite à Rustringen par les Saxons révoltés. Le comte Théodoric est tué et la révolte de la Saxe ajourne l'expédition contre les Avars. En 795, l'affrontement se termine par la prise du camp retranché royal avare par Pépin. Il envahit le pays avec des forces considérables. Le camp abrite un trésor gigantesque, fruit de plusieurs années de pillage. Le territoire avare est placé sous le contrôle des Francs, puis christianisé. La prise du butin du Ring avare, 15 chars d'or, fut envoyée à Aix et joua un rôle conséquent dans la puissance de Charlemagne, lui permettant de récompenser largement ses fidèles. On estime que ce seul butin a contribué à un mouvement d'inflation sensible dans l'ensemble de l'Empire carolingien. Les relations entre Charlemagne et le pape Adrien Ier n'étaient pas si exemplaires. La Toscane et toute l'Italie du Sud étaient promises au pape, mais le souverain franc préférait imposer sa propre domination sur l'Italie. L'indépendance des États du pape était de plus en plus fictive. Malgré tout, Charles est soucieux de sa construction politique et il sait que le facteur religieux est essentiel. Aussi, lorsque le nouveau pape, Léon III, est emprisonné en 799 et roué de coups par des nobles qui l'accusent d'immoralité, Charlemagne intervient et assure le retour du pape à Rome sous bonne escorte. Un nouveau voyage à Rome est décidé 1 an et demi plus tard, en décembre 800, et après quelques interventions chez les Saxons, Charlemagne vient soutenir le pape dans ses fonctions. Selon les lettrés de l'époque, comme Alcuin, le prince idéal doit avoir un but religieux et lutter contre les hérétiques et les païens, y compris hors des frontières. Alcuin et d'autres écrivains constatent que l'Empire d'Orient, l'Empire byzantin, est tombé aux mains d'une femme, donc il n'y a plus d'Empire romain, que les rois des Francs sont les seuls qui existent comme souverains réellement importants en Occident. Il faut donc rétablir l'Empire en Occident en la personne de Charlemagne. Charlemagne est roi des Francs, des Lombards, et à travers les conquêtes, le royaume ne cesse de s'étendre. Non seulement vous avez un roi qui est roi de plusieurs royaumes, mais vous avez des rois qui sont les subordonnés d'un roi. Ça va plus. Ça ne va plus. La notion royale est en train de perdre son sens, de perdre sa substance, et on risque l'éclatement. Il doit devenir empereur d'Occident afin d'avoir une autorité légitime sur l'ensemble des peuples qu'il gouverne. Charlemagne désire créer l'Empire carolingien, un empire pluriethnique, civilisateur. Le pape Léon III va dans ce sens, mais pour lui, le pouvoir spirituel l'emporte sur le pouvoir temporel, et il saura le signifier clairement au futur empereur. Le jour de Noël de l'an 800, Charlemagne est couronné empereur d'Occident par le pape Léon III à la basilique Saint-Pierre de Rome.
la papauté doit énormément à Charlemagne, puisque celui-ci a renforcé les États pontificaux créés par son père Pépin le Bref, et qu'en même temps, à la suite d'une émeute, il a libéré le pape et que celui-ci, du coup, l'a remercié en le couronnant empereur le 25 décembre de l'an 800. Cependant, les rites du couronnement vont être inversés au profit du pape. Le pape pose la couronne sur la tête de l'empereur Charlemagne en le faisant acclamer par ses troupes, mais il fait exprès de le faire acclamer après avoir déposé la couronne sur la tête de Charlemagne, ce qui veut dire que le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel et que Charlemagne ne doit pas l'Empire à ses victoires, qui pourtant sont importantes, mais qu'il le doit à une désignation particulière par Dieu. Nous sommes dans un système de chrétienté. Selon Eguinard, le biographe de Charlemagne, l'empereur est sorti furieux de la cérémonie. Il aurait préféré que l'on suive le rituel byzantin, c'est-à-dire l'acclamation, le couronnement et enfin l'adoration. L'Empire byzantin refuse de reconnaître le couronnement impérial, le considérant comme une usurpation. Charles et ses conseillers invoquent le fait que l'Empire d'Orient ne peut être dirigé que par un homme. Or, c'est à l'époque une femme, l'impératrice Irène de Byzance, qui revendique ce titre. Ce n'est qu'avec le traité de paix d'Aix-la-Chapelle en 812 que Michel Ier Rangabé, alors empereur d'Orient, daigne accepter vraiment de reconnaître le titre impérial de Charlemagne et de ses successeurs, en utilisant toutefois des formules détournées, évitant de se prononcer sur la légitimité du titre, tel que Charles, roi des Francs, que l'on appelle leur empereur. Le souverain se titre lui-même empereur gouvernant l'Empire romain, roi des Francs et des Lombards. Au 8e siècle, les Carolingiens, originaires d'Austrasie, déplacent vers le nord-est leur résidence. Au début de son règne, Charlemagne n'a pas de lieu de résidence fixe. Il se déplace avec sa cour de villa en villa, comme celle de Metz ou de Thionville. Il ne peut de toute façon s'établir à Rome, car c'est la ville du pape, des États pontificaux. Il décide donc de s'implanter dans l'ancienne Austrasie, la terre de ses ancêtres. À partir de 790, l'empereur réside le plus souvent à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, à la fin du 8e siècle, n'avait rien d'une capitale. C'était une station thermale antique fondée par les Romains. Selon Eguinard, Charlemagne l'a découverte lors d'une partie de chasse. Il apprécie l'endroit et en fait son lieu de résidence et la capitale de l'Empire, construisant un palais dont la magnifique chapelle allait devenir la cathédrale. Le palais de Charlemagne fut construit sous ses ordres. Son architecture s'inspire des traditions romaines et byzantines. Charlemagne y a résidé de 801 à sa mort en 814 et y est enterré. La situation géographique d'Aix-la-Chapelle dans le royaume carolingien est un atout pour la ville. Le nouveau royaume franc est résolument axé sur le Rhin. L'axe Rome-Aix-la-Chapelle est l'épine dorsale de l'Occident chrétien sous Charlemagne et Louis le Pieux. La ville d'Aix se développe grâce au palais. La justice royale se rend dans la salle de juridiction du palais. Il abrite aussi une caserne militaire et un atelier monétaire. Charlemagne fait d'Aix-la-Chapelle le siège de sa cour. Ainsi, la ville devient aussi une capitale intellectuelle. Elle est considérée comme la nouvelle Athènes. Charlemagne y crée l'Académie palatine, un cercle de lettrés réservé aux beaux esprits proches de l'empereur, qui a pour mission de former la nouvelle génération de comtes, d'administrateurs, sachant lire et écrire. Elle dispose aussi d'une importante bibliothèque. La cour, la demeure de Charlemagne, était aussi le lieu de réception des ambassadeurs. On sait que Charlemagne avait voulu rivaliser avec le palais de Constantinople. Cela se ressent d'abord dans les dimensions de l'édifice. C'est un rectangle au sol de 180 mètres. Le palais d'Aix était 2 fois moins étendu que celui des empereurs byzantins. La salle royale comportait 3 absides, dont l'une abritait le siège impérial à l'ouest, comme les basiliques romaines. La hauteur de la salle royale est aussi majestueuse, 20 mètres. 2 rangées de fenêtres assuraient une luminosité parfaite.
Cette construction témoigne des richesses de Charlemagne, mais aussi de la volonté d'originalité de l'empereur. Aix avait un plan général tout à fait nouveau, avec une ordonnance extérieure et un aspect intérieur originaux. La chapelle est un témoin de la Renaissance carolingienne. La salle voûtée annonce les cathédrales. La décoration des grilles par des hélices, marguerites, tresses, cordelettes, entrelacs est typiquement carolingienne. Cet art de cour original a eu un rayonnement dans tout le royaume carolingien car les prélats et les palatins voulurent imiter l'empereur. Au début du IXe siècle, l'État franc représente déjà un vaste empire et ses frontières sont fortement consolidées. Après le couronnement de Charlemagne, le centre de gravité de l'empire se déplace vers l'Est, c'est-à-dire au détriment de la France et au bénéfice de l'Allemagne. À cette époque, il y a 3 empires rivaux, l'empire carolingien, l'empire byzantin et l'empire arabe. Ce nouveau monde, en raison de l'antagonisme religieux, ne peut pas tirer profit des relations maritimes entre l'Orient et l'Occident, contrairement au monde romain. D'où la restructuration de l'empire franc qui s'oriente vers une activité économique située entre le Rhin et la Meuse, favorisant la future Allemagne. En raison d'un commerce déficitaire avec le monde musulman et de la diminution des échanges avec le monde méditerranéen due à la perte de contrôle de la Méditerranée par Byzance, la diminution du numéraire en or rend nécessaire l'adoption d'une monnaie frappée avec un minerai plus abondant en Europe que l'or. Charlemagne institue par un capitulaire en 794 un système basé sur l'argent. Il se fonde sur les monnaies de l'Empire romain. Cette uniformisation de la monnaie facilite les transactions commerciales à travers l'Empire et donc augmente les échanges entre les différentes régions. Une véritable révolution économique est lancée. L'utilisation de la monnaie s'accélère et est attestée même pour des échanges modestes. En homogénéisant la monnaie d'argent, Charlemagne a réalisé une grande avancée à l'époque. Sans la monnaie, le paysan ne produit que pour survivre et pour le versement de la redevance à son seigneur. Alors que si la monnaie se développe, il peut vendre le surplus de sa production et améliorer ses conditions de vie. L'empereur a le monopole pour battre la monnaie grâce à des ateliers de frappe qui sont homogénéisés et le sou est frappé de son monogramme. Les Carolingiens ont aussi pris d'autres mesures pour favoriser le commerce. Ils entretiennent les routes et favorisent les foires. Néanmoins, ce commerce est fortement encadré car les prix sont fixés depuis 794 et l'exportation d'armes prohibée. Le commerce est aussi fortement taxé puisque le but initial de cette activité est d'avoir accès à des produits précieux afin d'entretenir les vassaux. Suivant l'usage des francs, Charlemagne divise son empire en comtés. Il y en a plus de 200 dans l'empire. L'empereur leur rend périodiquement visite et reçoit alors les représentants de la population et les chefs du clergé. Il contrôle les comptes, décide des travaux à entreprendre. Dans chaque comté, il tient régulièrement des assemblées provinciales ou plaides qui tiennent lieu de cours de justice. Les juges ou échevins règlent les affaires ordinaires, mais les jugements les plus importants sont prononcés par le comte ou par le tribunal royal. Les comtes et marquis sont les vassaux de l'empereur. Afin de centraliser son pouvoir, Charlemagne réunit des plaids généraux. Dans ces réunions, on débattait de tous les problèmes de l'Empire et on instaurait des lois. Les fonctionnaires de l'Empire les transcrivaient ensuite de façon ordonnée en divisant le texte en chapitres. Revêtus de la signature et du sceau de Charlemagne, ces chapitres ou capitulaires étaient répandus dans les provinces pour y être appliqués. Charlemagne tenta ainsi de remplacer les traditionnelles décisions orales par des écrits. Avant 800, Charlemagne avait rédigé 9 capitulaires. Après 800, 47. Sa priorité est l'uniformité autour d'une même foi, d'une même morale, d'une même culture pour tous. Et tous ont juré fidélité à Carolus Magnus. Néanmoins, Charlemagne ne peut pas toujours contrôler la manière dont ses ordres sont appliqués. Il confie donc cette charge à des personnes qui sont les yeux, les oreilles et la langue du souverain. Ce sont les missi dominici, envoyés du Seigneur, du Maître. Ils sont institués en 789 et renouvelés en 802. Après le couronnement de 800, les missi sont la manifestation d'un pouvoir central au sein de l'Empire d'Occident et l'instrument de sa mise en ordre. Que Charlemagne ait voulu
s'entourer d'une élite, c'est certain. Il a voulu aussi, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il est si attaché à l'instruction, et pas seulement à l'école du palais, il a voulu que son élite politique soit capable de gouverner à distance. Des gens qu'on voit une fois par an, on leur donne la bonne parole, et puis ils vont chez eux, ils font ce qu'ils ne veulent pas du tout. Missi dominici, c'est-à-dire qu'on leur envoie des inspecteurs généraux pour voir comment ça se passe. Et les missi, toujours à deux. Parfois plus, mais au moins deux. Un évêque et un comte. Il y en a au moins les deux qui sait éplucher la comptabilité, si je puis dire. Un des deux qui sait comprendre comment on donne les ordres, comment on prépare la convocation à l'armée, et un autre qui sait voir comment ça se passe dans les églises. À partir de 800, les campagnes militaires étant plus rares, le modèle économique franc basé sur la guerre est de moins en moins viable. Il repose sur une main-d'œuvre alternativement combattante ou servile, où l'agriculture est encore largement inspirée du modèle antique esclavagiste. Charlemagne va entreprendre la restructuration de la société agricole, qui ne se concrétisera cependant pas avant la révolution agricole de l'an 1000. En effet, les esclaves ont une faible productivité, n'étant pas intéressés aux résultats de leur travail. De plus, ils sont coûteux lorsqu'il n'y a pas de guerre. Les guerres se déroulent souvent entre mai et octobre. Comme en période de paix, nombreux sont les esclaves qui choisissent le travail de la terre, plus rentable, et confient leur sécurité à un protecteur, ils deviennent exploitants pour le compte de ce dernier. Les esclaves sont donc émancipés en serfs. Ils dépendent d'un seigneur auquel ils versent une redevance et deviennent plus rentables. Cette évolution est bien vue par l'Église qui condamne l'esclavagisme entre chrétiens. Les lettrés du temps utilisent le terme « rénovatio » pour qualifier le mouvement de renouveau en Occident après 2 siècles de déclin. Dès 774, Charlemagne, en vainquant les Lombards, prend le contrôle de l'Italie du Nord et de son précieux patrimoine culturel. De plus, la chute du royaume wisigothe lors de l'invasion de l'Espagne par les Sarrasins amène de nombreux intellectuels et ecclésiastiques à rejoindre la cour des rois francs. Les Carolingiens bénéficient donc de connaissances venues du royaume qui se voulait l'héritier de l'Empire romain et le conservateur de sa culture. Depuis le VIe siècle, le monachisme est très fortement développé dans les îles britanniques. Les monastères irlandais conservent les connaissances latines et grecques et sont le siège d'une vie intellectuelle intense. Les invasions conduites par les Vikings font venir des îles britanniques des érudits qui contribuent, avec l'instauration de la règle de saint Benoît d'Aniane, à l'essor de la vie monastique dans le royaume carolingien. Cette poussée monastique et la facilitation de l'écriture aboutissent à un meilleur partage des connaissances. Ainsi, de nombreux érudits de toute l'Europe viennent à la cour de Charlemagne et, en y partageant leurs connaissances, déclenchent la Renaissance carolingienne. Alcuin, par exemple, est arrivé d'Angleterre en 782. Il est l'un des principaux conseillers de l'empereur. Il participe activement au renouveau biblique. La Bible d'Alcuin est l'un des plus anciens manuscrits d'Occident. Il institue à Aix-la-Chapelle une école palatine pour former les futures élites laïques et religieuses. Il met en place un vaste programme d'éducation. Le monachisme irlandais et l'instauration de la règle de saint Benoît conduisent à la création de nombreux monastères et écoles dans tout l'Empire. Ces monastères, avec leurs 2 écoles intérieures et extérieures, leurs bibliothèques et leur scriptorium, sont la base de la Renaissance carolingienne. Charlemagne prévoit dans son capitulaire Admonitio Generalis de 789 que dans chaque évêché, dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, les chants, le compute, la grammaire, et que l'on ait des livres soigneusement corrigés. Le nombre d'écoles augmente encore après le concile de Mayence de 813 qui ordonne la création d'écoles rurales pour former de jeunes prêtres. Le roi utilise les évêques et les abbés comme un personnel politique expérimenté pour transmettre et exécuter ses ordres. Les charges ecclésiastiques sont pleinement assimilées aux charges publiques et sont considérées comme des bénéfices. Les propriétés de l'Église, largement dotées par le roi, font partie du bien public au même titre que le fisc royal. L'Église doit subvenir à l'occasion aux besoins du souverain sous la forme de dons obligatoires. Vers 770, la mise au point par des scribes de l'abbaye de Corbis d'une nouvelle écriture,
la minuscule Caroline, permet de gagner en lisibilité car les mots sont séparés les uns des autres et les lettres sont mieux formées. Des ateliers de copie se développent dans les abbayes carolingiennes et les connaissances s'échangent dans toute l'Europe. Pour stimuler et maintenir les valeurs chrétiennes au sein de son empire, Charlemagne adopte donc une politique culturelle ambitieuse. L'art des manuscrits s'enrichit considérablement avec les enluminures, mais surtout la minuscule Caroline. En effet, Charlemagne développe l'utilisation de l'écrit comme moyen de diffusion de la connaissance et de l'usage de la langue latine. S'appuyant sur les érudits britanniques comme Alcuin, le latin médiéval s'uniformise et incorpore des mots nouveaux, avec des racines grecques ou germaniques pour servir de langue internationale. La théologie aussi se développe, et Charlemagne restaure la philosophie et l'histoire. Il fait aussi construire des cathédrales dans tout l'Empire, avec un art très achevé de l'orfèvrerie, des fresques et des mosaïques inspirés de l'art byzantin. Le portrait de Charlemagne nous est connu grâce à Eguinard, son contemporain. Grand, il est dit qu'il mesurait 1,92 m, il était fort et vigoureux. Charlemagne inspire le respect de ses ennemis qui, sur le champ de bataille, craignent davantage sa force physique que son intelligence tactique. D'une réelle bonté, il aimait faire des aumônes aux pauvres et vénère sa mère qu'il consulte souvent. Très attaché à sa famille, il ne se sépare jamais de ses enfants. Il fut marié à 4 reprises. Charlemagne a une grande curiosité d'esprit. Il s'instruit beaucoup pour pallier ses lacunes. Il donne ainsi une éducation complète à ses enfants. Mais il est d'abord et avant tout un guerrier, bien que son but affirmé soit la paix. Profondément religieux, il est convaincu que Dieu a confié au peuple franc et à son souverain la tâche de répandre et de défendre la foi chrétienne, ainsi que les coutumes qu'elle a portées avec elle. Il est souvent surnommé l'empereur à la barbe fleurie. En prêtant à l'empereur une barbe, alors qu'il était vraisemblablement imberbe, les représentations du souverain veulent souligner son autorité virile. Charlemagne a cependant une épaisse moustache. Charlemagne apprend à écrire tardivement et ne parvient jamais à maîtriser cette difficile technique, ce qui le motive à créer une école dans son palais afin que les hommes devant le servir soient à même de rédiger des rapports. Cependant, afin de lui permettre de signer autrement que d'une simple croix, Eginard lui apprend à tracer ce signe simple, un monogramme, qui contient toutes les lettres de son nom, Charles Carolus en latin. Les consonnes sont sur les branches de la croix, les voyelles contenues dans le losange central. Bien que ne sachant pas écrire, Charlemagne sait lire. Sa langue maternelle est le francique, il parle couramment le latin et le grec. La figure de Charlemagne est idéalisée dans la culture médiévale, notamment au travers des chansons de gestes. Avant sa mort, suivant la coutume franque, Charlemagne prépare le partage de son empire entre ses fils, sans désigner de successeur au titre d'empereur. Qu'est-ce qui va sauver l'Empire? Un qui meurt en 810, un qui meurt en 811. Et il ne reste plus à ce moment-là qu'un seul fils, c'est Louis, celui qui était roi d'Aquitaine. Il le nomme co-empereur en septembre 813 à Aix-la-Chapelle. Charlemagne décède le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. En 1165, à l'instigation de l'empereur Frédéric Barberousse, Charlemagne est mis au nombre des saints par l'antipape Pascal III. Cependant, cette canonisation n'a jamais été légitimée par la suite, peut-être en raison de la conversion des Saxons par la force. Il ne compte donc pas au nombre des saints. Mais son culte reste toléré et sa fête est fixée au 28 janvier. Son épée, joyeuse, et ses éperons d'or étaient utilisés lors du couronnement des rois de France. Napoléon Ier utilisa lui aussi l'épée joyeuse lors de son couronnement impérial. Le fils de Pépin le Bref, qui donnera son propre nom à la dynastie fondée par son père, aura régné 46 ans, durant lesquels son appétit de conquête lui aura permis de soumettre Lombards, Saxes, Avars et Bavarois. Il aura conquis la quasi-totalité du continent européen occidental. Cet immense territoire où vivaient des peuples aux cultures hétérogènes ne pouvait se fondre en son royaume.
Il en fit un empire, érigeant le christianisme en religion commune. Il utilisa l'Église comme un outil de cette unification, mais en fut également un fidèle serviteur et le protecteur du souverain pontife. Organiser un si grand empire à une époque où les moyens et les voies de communication étaient très peu développés était un véritable défi auquel Charlemagne fit face avec habileté. Il répandit l'usage de la monnaie argent pour mieux contrôler les échanges. Il nomma des missi dominici dans chaque comté afin d'améliorer la centralisation de l'information et donc le contrôle des territoires les plus éloignés. Il fit venir en son palais des lettrés d'Orient et d'Occident et mit la culture au service de son pouvoir et de la religion, qui devint le ciment indispensable à la cohérence de cet empire chrétien d'Occident. Mais cette cohérence reposait également sur la personne de l'empereur, et ce dernier ne crut pas que son œuvre puisse lui survivre. Il organisa son partage, qui sera le prélude de son éclatement. Néanmoins, on reconnaît en Charlemagne le Pater Europae, le père qui forgea le premier ensemble européen uni il y a 12 siècles.